Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories, des marques usées, fatiguées, surprenantes, rafraîchies, dont le capital est un acquis inestimable. Gros plan sur deux d'entre elles dans cette émission. On parlera d'abord de Tayrak, avalé par l'entreprise Dréger, avec son président Olivier Dréger, qui nous rejoindra sur ce plateau dans quelques instants. Et puis on se rappellera d'une autre marque, elle aussi mythique, qui a habillé les plus grands alpinistes. Anoralp renaît 50 ans après sa création et sa présidente nous dévoilera les secrets du réveil d'une belle endormie. Smart Stories, c'est parti. Les petits cracks avec Chiara De Andréis. Bonjour, on est ravis de vous retrouver Chiara, bienvenue. Et Smart Duo avec vous, Olivier Dréger. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Chiara, on va traverser l'Atlantique avec vous, direction les États-Unis, parce que vous revenez sur l'histoire courageuse d'un entrepreneur qui a créé une société à impact, c'est bien ça? Exactement. L'entrepreneur dont je vais vous parler aujourd'hui est un véritable génie. Il a aujourd'hui 18 ans, mais son entreprise a déjà 5 ans. À seulement 13 ans, Shubham Banerjee, un jeune entrepreneur américain, a commercialisé l'imprimante Braille, la moins chère et surtout la plus performante du monde. Alors vous vous en doutez, pour pouvoir commercialiser un produit qui coûte seulement 250 €, soit à peu près 82% moins cher que le prix du marché, il faut avoir trouvé le truc. Et son truc à lui est hallucinant. Tout est parti d'une passion pour les Lego. La grande particularité de cette entreprise, de cette machine, aussi fou que ça puisse paraître, est qu'elle est principalement composée de Lego. Alors on le voit à l'écran, ça veut dire que quoi? Il était en train de jouer au Lego et il s'est dit je vais inventer. Comment est-ce que cette idée lui est venue? Un jour, une association est venue toquer à sa porte pour récolter de l'argent pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et il s'est intéressé à ce phénomène et a réalisé qu'il y avait très peu d'imprimantes et qu'elles coûtaient très cher et qu'il fallait donc trouver une offre alternative. Il a pris comme modèle un Lego robot composé de microprocesseurs, de capteurs. Il l'a légèrement modifié grâce à un programme très complexe qu'il a appris seul sur Internet. C'est au moment vraiment où les premières lettres sont sortis sur l'imprimante qu'il a réalisé que malgré son jeune âge, à peine 13 ans, il a réussi à avoir un véritable impact sur la société. Son très jeune âge a été plutôt une force, une faiblesse? Alors, pas tout de suite. En fait, c'est un des très jeunes entrepreneurs avec qui je me suis entretenue qui n'a pas du tout considéré son jeune âge comme une force au début. Il se retrouvait avec des entrepreneurs beaucoup plus âgés, se sentait pas forcément à sa place. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment dingue pour lui, c'est qu'il travaille vraiment main dans la main avec l'entreprise Intel. Shubham Banerjee est le plus jeune entrepreneur du monde à avoir reçu un financement de capital risque par ce groupe-là. Et il lui fournit des nouveaux processeurs pour que ces machines soient encore plus performantes. Et vraiment, c'est un entrepreneur et un CEO qui est très jeune et qui a vraiment déjà accompli beaucoup de choses. Merci Chiara d'avoir déniché ce personnage. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, un entrepreneur à 14 ans? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, c'est incroyable. À 14 ans, déjà en train de créer une entreprise, d'avoir cette vision-là. Moi, je travaillais les étés comme mécano dans un garage à 14-15 ans pour apprendre un petit peu l'activité professionnelle. Ça forme la jeunesse aussi. Olivier Dréger, je rappelle que vous êtes donc le patron de Dréger La Carterie, qui comprend des marques mythiques, La Carterie, mais aussi Hallmark, Yvon ou Toga, que vous avez repris il y a quelques mois. On va parler de votre groupe, des différentes opérations de croissance externe, parce que ce qui vous amène sur ce plateau, c'est que vous avez repris très récemment, juste avant l'été, une marque un peu mythique, notamment iconique outre-Manche. Vous l'avez rachetée à la barre du tribunal de commerce. Cette marque, c'est Tayrak en France, expert des cravates. On peut dire que c'était une belle endormie, comme la marque dont on va parler juste après dans cette émission? Tout à fait, une belle endormie. Donc la cravate, les accessoires de mode pour hommes et pour femmes, parce qu'un produit sur deux est vendu pour les femmes aussi dans le magasin. Alors, Dréger, La Carterie et Tayrak, donc c'est la carte de vœux, la carte d'anniversaire et les cravates. C'est quand même deux objets complètement différents. Comment est-ce que vous allez à la fois trouver une cohérence et dégager des synergies entre les deux? Alors, notre métier chez Dréger, c'est d'aider à transmettre une attention et une émotion. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur. Chez Tayrak, il y a une grande partie des produits qui sont achetés pour faire un cadeau. Donc, souvent, on pouvait acheter une cravate pour la fête des pères, pour tout type d'occasion. Et de la même façon, on propose des écharpes, des étoles, des chapeaux chez Tayrak qu'on peut acheter sous forme de cadeau. Donc, toujours dans cette notion de transmission d'une attention. Et puis, finalement, il y a beaucoup plus de similitudes que ce qu'on peut imaginer entre l'univers du papier
et l'univers du textile, parce que nous aussi, on travaille sur des collections, on renouvelle, on gère des assortiments, de la densité, de la largeur de gamme sur les produits, et on va apporter tout notre savoir-faire en termes de back-office et d'infrastructure sur l'univers de toga et de l'accessoire de mode. Et puis, il y a cette idée d'arriver avec un œil neuf sur le marché et d'apporter un regard complètement différent sur l'activité. Racheter une entreprise en sortie de confinement, c'était faire un pied de nez à la crise ? Racheter une entreprise en sortie de confinement, c'était surtout, comme la plupart des entreprises, on a été touchés par le confinement et encore aujourd'hui, on n'est pas revenu à une activité à 90%. Ce qui nécessite de repenser nos organisations, de chercher des économies dans l'organisation. Et ça, en termes de dynamique de projet, de dynamique d'équipe, c'est pas le plus facile à porter. Donc, avoir à mener ces transformation, ces réorganisations et en parallèle un projet qui nous tire vers le haut, qui nous emmène dans une nouvelle dynamique, qui nous permette d'aller découvrir des nouveaux marchés, d'explorer des nouveaux territoires, c'est un moyen de mettre de l'énergie dans l'équipe et dans le projet. Qu'est-ce qui vous a emballé dans cette marque ? Parce qu'il faut quand même être emballé pour aller acheter une entreprise à la barre du tribunal de commerce. Donc je rappelle, Taïrak en France, c'est 27 magasins. 27 magasins, hein, ce qui est énorme pour vous. C'est un très beau réseau. On travaille avec 9000 points de vente sur l'activité de Dréger La Carterie, donc on a une très très forte présence par le biais de nos partenaires distributeurs, mais en magasin en propre, c'est l'opportunité d'être en prise directe avec le consommateur. Ce qui a donné envie, c'est le contact avec les équipes, parce que quand une entreprise est en redressement judiciaire, on a la possibilité d'aller rencontrer les équipes en point de vente, et du coup, la qualité d'accueil, la qualité de conseil qui était proposée dans les points de vente m'ont donné envie. Il y avait une certaine solidité du chiffre d'affaires avec des années difficiles, 2018, les gilets jaunes, 2019, les grèves, et la résilience de Taïrak jusqu'au Covid m'a aussi rassuré sur sa capacité à transformer et à préparer l'avenir. Comment est-ce que vous allez l'intégrer intelligemment au groupe pour trouver une véritable cohérence avec toutes les marques qui sont dans votre escarcelle aujourd'hui? Alors, on a repris l'intégralité de l'effectif de Taïrak. Donc, l'activité, elle est intégrée dans la société Dréger et elle vit comme une activité autonome. Et puis, on crée des passerelles, des points d'échange sur les différents services. Quel type de passerelle vous pourriez vendre? Des cartes postales dans un magasin de cravates, par exemple? On a mis en vente quelques produits Dréger dans les magasins Taïrak qui fonctionnent très très bien avec de belles réussites, mais c'est surtout, on met à disposition tout le savoir-faire logistique, supply chain, d'organisation. On a une équipe chez Dréger de création et développement de produits de 20 personnes, donc c'est des ressources qu'on va pouvoir mettre à disposition de Taïrak qui ne disposait pas de ces ressources-là pour développer des nouveaux produits. Vous l'avez dit, vous vous positionnez avec Dréger sur ce marché du cadeau personnalisé. Plusieurs questions. Est-ce que la cravate en fait partie? Et comment est-ce qu'il évolue ce marché? Est-ce qu'il est plutôt en croissance, en décroissance? Est-ce qu'il y a un effet Covid que vous ressentez? Oui, l'effet Covid est très très brutal sur nos points de vente parce que le modèle Taïrak, c'est des lieux de fort trafic et dans lesquels on va convertir ce trafic en acte d'achat. Et le trafic, il a baissé de façon très très forte, que ce soit sur des points de vente touristiques, comme les Champs-Élysées, sur lesquels notre boutique voit une réduction majeure, mais aussi sur des lieux de travail. Au 4 temps La Défense, le trafic dans le centre commercial a baissé de façon importante. Donc ça se matérialise directement en impact sur le chiffre d'affaires. Les aéroports, sur Orly et sur Blagnac, nos deux boutiques sont fermées. Donc on est vraiment complètement touché directement de plein fouet par la crise. Par contre, on prépare l'après-crise. On travaille sur toute la partie structure, organisation. C'est ça, parce que là, la deuxième vague, elle est en train de se préciser. Qu'est-ce que vous avez mis en place très concrètement? Vous avez eu le temps de travailler sur un scénario comme celui-là? Non, on n'a pas travaillé sur un scénario comme celui-là, mais on ne s'attendait pas forcément à ce que tout redevienne simple tout de suite. Donc, mais très concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place qui pourrait changer Alors, ce qu'on a tout de suite mis en place sur le parc de magasins Taïrak, on a refait, depuis la reprise au 1er juillet, un tiers du front de vente. Donc, on a complètement réagencé pour donner une nouvelle image, retravailler les assortiments pour donner plus envie et mieux convertir justement les clients qui passent en consommateurs, en acheteurs. Chiara. Et c'est une marque qui marche sur Internet? Les gens achètent sur Internet ou moins? Alors, c'est une marque qui est présente sur Internet, mais comme une belle endormie, elle était plutôt un petit peu en retard par rapport à d'autres marques d'accessoires de mode sur Internet, et ça fait partie des opportunités de développement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes la 5e génération de dirigeants, votre marque est centenaire. Qu'est-ce qui a changé entre cette marque qui a donc été créée par votre, je m'en sors plus, mais arrière-grand-père et celle d'aujourd'hui? Et est-ce que vous vous appuyez finalement sur le capital de cette marque? Complètement. En fait, c'est cet ADN dans les valeurs historiques, c'est l'audace, la créativité, la qualité, l'engagement
Et puis l'accessibilité, ça, ce sont vraiment le trait d'union depuis le tout départ, et ça nous guide encore aujourd'hui dans nos choix, dans nos orientations, dans les produits. On crée une marque dans le 21e siècle, c'est lui faire changer de cap, c'est avoir des doutes, des inquiétudes. Quel est le poids de la famille? Comment est-ce que vous gérez ce poids de la famille, voire cette pression de la famille? Parce que ça ne doit pas être facile quand même tous les jours de se dire ça a été créé par mon arrière, et moi il faut que je résiste à cette crise, et il faut que je l'ancre dans le contexte actuel. Alors c'est une combinaison de pression et d'un atout formidable, parce que quand vous regardez dans l'histoire et que vous dites les générations d'avant, elles ont vécu la Première Guerre mondiale, l'occupation nazie, des situations complètement incroyables, vous dites finalement ce qu'on traverse, c'est pas si difficile par rapport à ce qui a été fait. Et on vous a raconté ça. Votre père ou grand-père vous ont raconté ces morceaux de l'histoire. Ces moments de l'histoire où pendant la Première Guerre mondiale, l'imprimerie devient une usine qui fait des têtes d'obus pour pouvoir se battre contre les Allemands. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment on va imprimer des faux papiers pour protéger une partie des salariés de l'entreprise et faire en sorte qu'ils ne soient pas déportés. Enfin, ce sont des étapes comme celle-là. Donc, ça permet d'avoir beaucoup de recul par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, et en même temps une responsabilité incroyable, parce que quand les générations d'avant ont travaillé avec des artistes comme Dali, comme Matisse, comme Picasso, c'est une exigence de qualité incroyable, et donc qui met une pression forte d'être à la hauteur de ce que les générations d'avant ont pu faire. Donc cette pression, elle est là, elle se matérialise au quotidien. Comment est-ce que vous réussissez à vous en affranchir? On s'en affranchit pas, on vit avec. Je pense que donc c'est un moteur. Oui, c'est un moteur. C'est un moteur, c'est un peu comme une étoile finalement qui guide et puis qui pousse à toujours aller plus loin, à chercher à faire encore mieux que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et avec la chance d'avoir dans les valeurs cette notion d'accessibilité, donc de faire de très belles choses, mais accessibles au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment ce qui fait le lien. Et c'est ce qui fait le lien entre l'histoire de Dräger et Tayrak, qui était de proposer des produits de très belle qualité, mais à un prix public qui permette à tout le monde de se les offrir. Diriez-vous que travailler dans une entreprise familiale, c'est être plus aligné sur ses valeurs, peut-être c'est donner plus de sens à sa trajectoire professionnelle? Je dirais surtout, ça change l'horizon. Beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs que j'ai pu rencontrer ont un horizon avec un objectif à un moment de sortir et de valoriser l'entreprise, et donc ont des échéances ou des partenaires financiers qui posent des échéances à 3 ans, à 5 ans, à 6 ans. Notre horizon à nous, il est infini, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de faire en sorte que ça continue, ça reste dans la famille, et donc ça donne un prisme et une façon de regarder l'entreprise et ses décisions au quotidien de façon très différente. Merci beaucoup Olivier Dräger. Je rappelle que vous êtes le président de l'entreprise Dräger et que vous venez d'avaler l'entreprise Tayrak. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Chiara, merci. On se retrouve dans 15 jours. Oui. Et vous restez avec nous. On va enchaîner tout de suite avec Smart Fresh et on va parler d'une jolie entreprise qui s'appelle Anoralp et qui est aussi une belle endormie qui est en train de se réveiller. Et c'est Smart Fresh tout de suite avec Fabienne Gachet, présidente d'Anoralp. Bonjour, soyez la bienvenue Fabienne. Vous restez avec nous, on va écouter d'abord la chronique très attendue de Florence Daucher, journaliste, fondatrice de Clock Média. Florence, vous allez nous parler d'une interview que vous avez réalisée pour votre média Clock, celle d'un entrepreneur qui s'appelle Paul Leteux, qui a créé Greenship en 2015. Absolument. Et Greenship, ce sont notamment ces petits moutons que l'on voit brouter au bord du périphérique parisien, ou qu'on voyait brouter au bord du périphérique parisien. Qu'on voyait, absolument, qu'on voyait brouter sur les bas-côtés, sur les à-côtés du périphérique parisien. Ils ont disparu depuis. Mais néanmoins, Greenship, effectivement, est une entreprise qui a été fondée en 2015 et qui répond au rêve de ce tout jeune ingénieur agronome. Il était tout frais diplômé. Il se dit, mais comment je peux avoir un impact, moi, sur l'environnement? Comment je peux contribuer à défendre ce que j'aime, c'est-à-dire la planète? Et il se souvient que lorsqu'il était enfant, il voyait des moutons dans le verger de son grand-père, des moutons qui paissaient dans le verger. Et il a cette idée, donc, de proposer aux collectivités territoriales, aux collectivités locales et aux entreprises de troquer la tondeuse à essence par le mouton. Alors, il a fallu démarrer dans l'aventure en choisissant déjà un mouton, c'est-à-dire quel mouton, que fait-on? Aujourd'hui, il y a 10 races de moutons chez Greenship, mais là, il va vous expliquer pourquoi le mouton d'Ouessant. J'ai vu que le mouton d'Ouessant, c'était le plus petit mouton du monde. Donc j'en ai acheté quelques-uns, ça a bien fonctionné. Alors, c'est le plus petit mouton du monde. C'est un mouton rustique,
c'est-à-dire très résistant aux maladies, aux conditions de vie à l'extérieur. Il est très facile à transporter, du coup, par sa petite taille, très facile à manipuler sur les différents sites. Puis le dernier côté sympa, c'est que c'est le plus petit mouton du monde et il est français. Donc, bon, ça paraissait évident de l'utiliser. Alors, en moyenne, on réalise à peu près 25% d'économie par rapport à une tonte mécanique. Plus c'est grand, plus c'est intéressant et plus les terrains sont compliqués, donc notamment avec des pentes, des fossés, plus l'éco-pâturage va être très intéressant par rapport à une tondeuse où on va passer énormément de temps. Voilà, ils sont choux ces moutons. Ah oui, oui. Donc on sent que vous êtes séduite. Ah mais totalement séduite par les moutons, mais je pense que dès qu'il y a des animaux, de toute façon... Alors, l'un des effets, parce que valeur ajoutée, quelle est-elle? En fait, elles sont multiples, elle est multiple, mais l'une des valeurs ajoutées, c'est de l'impact sur les personnes. C'est-à-dire que dans les entreprises, les gens voient des moutons et soudain, le niveau de stress baisse, mais d'une manière considérable. Ça, c'est un premier point positif. L'impact sur l'environnement, l'impact écologique, il est réel, il est mesurable. C'est-à-dire que les sols sont restaurés du fait de la présence des moutons. Un sol aéré fait revenir la biodiversité, donc les insectes, les plantes, etc. On n'utilise plus non plus de désherbants chimiques. Donc ça, formidable. L'impact économique, moins 25% par rapport au coût d'une tondeuse et par rapport au coût de la personne qui vient tondre. Donc, impact économique, impact psychologique, j'en ai parlé. Et puis, c'est une entreprise qui se développe, qui crée de l'emploi. 78 bergers, maintenant, on rejoint cette aventure. Donc, ça réhabilite donc, aussi... Des bergers qui travaillent dans les entreprises. Qui vont sont mis à disposition des entreprises, un peu comme un vigile finalement. Comme un vigile, mais qui vont, parce que les moutons sont loués sur du très long terme, donc il faut s'en occuper, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de problème avec eux, qu'il n'y ait pas de maladie. Donc ils sont très surveillés, ces moutons. Donc il y a 78 postes de bergers qui ont été créés, en tout cas ravivés. Donc ça, c'est formidable. Et puis c'est une entreprise qui est montée en fonds propres, qui a une croissance régulière et pérenne. 150 entreprises aujourd'hui, 200 à la fin de l'année. Donc voilà, une très jolie aventure. Une très belle aventure. Ouais. J'ai envie quand même de vous demander, l'entrepreneur, est-ce qu'il est aussi audacieux que ses idées? À quoi est-ce qu'il ressemble? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Alors, il est ingénieur agronome, on l'a vu, Paul. Il est absolument poétique comme cette aventure, c'est-à-dire qu'il est totalement habité par cette envie de faire du bien à la planète. Il aime la présence des moutons, il aime l'idée de la campagne dans le milieu urbain et puis de raviver une pratique ancienne et de la moderniser, de l'adapter au goût du jour. Les entreprises à impact, comme en parle si bien Florence, qu'est-ce que ça vous évoque? Je pense que c'est tout à fait positif et moi je me situe tout à fait dans cette lignée en faisant revivre une belle endormie avec un engagement et une volonté de durer. Dans la durée. Alors je vais représenter Anoralp parce que tout le monde ne connaît pas Anoralp. Enfin, peu de gens connaissent Anoralp, qui est une marque française qui est née au pied des Alpes en 1972, qui initialement habillait les alpinistes les plus chevronnés dans leurs expéditions vers les sommets, notamment René Desmaisons. Une marque qui appartenait donc à votre famille, qui est tombée complètement en sommeil, oubliée jusqu'à ce que vous la retrouviez et ayant envie de plaquer la vie professionnelle que vous aviez à l'époque pour la réveiller. Est-ce qu'on peut parler d'une histoire de coup de foudre, Fabienne Gachet? C'est un couteau entre cette marque et vous? En quelque sorte, ouais. En tout cas, c'est une évidence. C'est vrai qu'après 20 ans de carrière dans des grands groupes internationaux, dont je garde une très belle expérience d'ailleurs, j'avais envie d'un autre sens. Et en parallèle, dans ma belle famille, il y avait cette marque dont on parlait en permanence, parce qu'elle a bercé l'enfance de mon mari et de ses sœurs, mais aussi parce que dans une grande maison, on a toujours froid, donc on a toujours envie de se mettre une doudoune sur le dos. Et donc, cette belle marque était présente, et je me suis rendu compte qu'elle était tombée dans le domaine public. Donc, finalement, faire revivre cette marque, ça me permettait d'accomplir complètement mon projet, à savoir de pérenniser une marque qui devait durer, de faire revivre une belle endormie. Mais alors, comment est-ce qu'on fait revivre une belle endormie? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des méthodes miracles qui sont appliquées
aux marques qui sont reprises, parce qu'il y en a beaucoup finalement des marques que l'on réveille. Je pense à Cadom, je pense à Moana, je pense à DS, je pense à Kawaii. Est-ce que ce sont des histoires dont vous vous êtes inspiré? Est-ce qu'il y a une méthode qu'on peut appliquer un peu de façon bête et méchante? Je me suis tout à fait inspirée de toutes ces histoires et en fait aujourd'hui je considère qu'il y a trois méthodes différentes, 3 options possibles. La première, c'est qu'on peut faire revivre une belle endormie en oubliant le passé, en inscrivant juste la durée de l'entreprise pour donner une légitimité et une véracité en fait à la démarche. Ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est de reproduire exactement ce qui a été fait dans le passé. Donc de capitaliser sur le capital humain, sur l'histoire, et de refaire exactement la même chose. Mais c'est pas forcément. Alors c'est un très salutaire. Non, c'est pas très salutaire parce que c'est, à mon sens, un petit peu court-termiste, parce que ça peut marcher tout de suite au moment où on relance, mais finalement, ça ne tient absolument pas compte des évolutions du marché et des consommateurs. Parce qu'il faut donc ancrer la marque dans son époque. Exactement. Donc la troisième option, celle que j'ai choisie, c'est de vraiment s'intéresser à l'essence de la marque, à son ADN, et de voir ce qui est transposable avec les évolutions du marché d'aujourd'hui. Alors c'est quoi ce qui est transposable? Alors, donc du coup, effectivement, la première démarche, c'est d'aller complètement à la recherche de ce qu'était la marque à l'époque, donc de regarder toutes les archives, d'interviewer des alpinistes, de rencontrer des anciens clients. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment une période intéressante. J'ai même rencontré d'anciens stylistes. Ah oui, donc ils doivent être hyper âgés aujourd'hui, mais qui sont encore sur Terre. Certains sont encore sur Terre, effectivement. Et ils vous ont confié donc des moments, des morceaux d'histoire. Oui, beaucoup de belles choses en fait. Ah oui. Et ça m'a vraiment permis de comprendre ce qu'était Aneralp à l'époque. Donc c'était vraiment la marque de la conquête des sommets, clairement. Donc ça, c'est un premier élément de l'ADN. La deuxième, c'est que c'est une marque qui avait une vraie expertise technique qui permettait de déjouer les variations climatiques, donc vraiment de passer du froid au chaud, parce que c'est ce que l'alpiniste vit au quotidien. C'est aussi une marque de tailleur avec des belles coupes et un vrai savoir-faire. Et enfin, c'était une excellence de qualité, parce que quand on envoie une expédition en haut de l'Everest, il faut être quand même extrêmement précis sur la qualité. Et vous vous adressez à ce type de clientèle, c'est-à-dire aux sportifs de très haut niveau? Alors aujourd'hui, justement, non, parce que le marché a évolué. Et que j'ai changé le positionnement de la marque. Le marché a évolué parce qu'aujourd'hui, notamment, on constate un essor important de tout ce qui est technique urbain. Il y a un deuxième point qui est le fait que un deuxième point qui fait que la concurrence est effectivement de plus en plus forte, qu'on observe un changement dans les styles de vie qui sont de plus en plus nomades et dans les usages où on utilise de plus en plus des mobilités douces. Ensuite, tout ce qui est changement climatique fait que finalement, ce que vit l'urbain, comme le vit l'alpiniste, il passe du froid au chaud, des températures de plus en plus fortes. Alors, un petit peu moins extrêmes, certes. Avec ou sans mouton. Mais quand même. Florence. Donc, du coup. Est-ce que c'est du made in France? Du coup, juste pour finir, du coup, je me suis repositionnée sur l'urbain et je m'adresse aux citadins chics qui ont envie d'explorer leur propre sommet, mais qui souhaitent déjouer les variations climatiques dans leur quotidien, à pied, en trottinette ou en allant d'un endroit ou un autre. Alors c'est bien, vous parlez de la concurrence. Cette concurrence, elle est exacerbée. Ce marché du technique chic urbain, il est très trusté, en pleine ébullition. Et il y a des concurrents qui sont très solides, souvent épaulés par des fonds d'investissement. Je pense à Moncler, je pense à Fusalp. C'est pas un fonds, mais bon, les banques sont derrière. Comment est-ce que vous faites pour faire le poids? Quels sont vos atouts? Comment est-ce que vous avez les reins assez solides pour vous lancer sur ce marché? Alors, il faut être soit kamikaze, soit très en confiance. Ouais, bon, peut-être. En tout cas, ce qui est clair, c'est comme ça intéresse beaucoup de monde, ça montre aussi qu'il y a un vrai marché, donc il y a de belles opportunités. Et en fait, je positionne la marque... Vous êtes très positionné premium, hein? Oui, je suis positionnée premium. Donc, vous marchez sur les plates-bandes de Fusalp et de Moncler? Oui, alors, je suis quand même une marque d'experts et de connaisseurs. Je suis beaucoup plus positionnée sur la technicité, sur des produits
plus précis. Et donc, je m'adresse à un marché qui est plus petit. Donc, je suis vraiment la marque d'experts, la marque de connaisseurs qui pour leurs usages quotidiens, ont envie d'une belle veste qui est chic et en même temps performante pour les variations climatiques. Qu'est-ce qui fait la différence, Fabienne Gachet, dans l'acte d'achat? Florence parlait du Made in France. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la relocalisation? Vous n'avez pas encore réouvert l'usine, hein? Il y avait une usine qui se trouve dans quelle ville? À Voiron, en Isère. L'idée, c'est de réouvrir cette usine? J'en rêve en fait, d'effectivement relocaliser. On ne peut même pas dire que c'est dans l'air du temps. Ce serait incontournable. C'est une étape. Ça fait vraiment partie des étapes de mon développement que de créer, effectivement... Alors, qu'est-ce qui compte dans l'acte d'achat? C'est l'histoire, c'est l'ADN de la marque, c'est le Made in France, c'est le côté technique. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Le côté durable, équitable aussi, peut-être. Complètement. La première chose qui compte, c'est très, très important, effectivement. Mais la première chose qui compte, c'est quand même le produit. Le fait qu'il soit beau, qu'il réponde aux attentes d'usage et du consommateur. Ensuite, effectivement... Mais en même temps, la matière qu'on porte aujourd'hui, c'est très important. C'est-à-dire que si c'est du duvet de canard, bébé de canard, je ne connais rien dans le truc, mais je crois qu'il y avait quand même des interrogations sur ce sujet. Alors ça, c'est un vrai sujet sur lequel on peut revenir, effectivement, parce que j'ai fait le parti pris d'arrêter la plume en relançant un Neuralp. Donc, ça, c'est important de le dire. Donc, si ce n'est pas la plume, c'est... Aujourd'hui, il y a des produits techniques à base de plastique recyclé, mais qui sont tout à fait... performant. Donc c'est plus la plume, c'est le plastique recyclé qui est utilisé par des marques d'ailleurs type North Face. Oui, complètement. Et en fait, qui répondent techniquement à tout à fait aux attentes en fait, qui sont très résistants contre le froid. Aussi à la quête de démarches responsables, éco-responsables de vos clients. Complètement. Des acquéreurs. Voilà. Et donc c'est vrai que dans une recherche, une fois que le produit plaît, cette volonté de valeur, de recherche de sens, de durabilité, elle est vraiment là. Et c'est un point très important pour un Neuralp, clairement. Fabienne Gachet, quelles sont vos ambitions de développement, vos objectifs de croissance? Alors, d'abord, c'est de prendre une vraie place sur le marché. Et ça commence, c'est une première étape par atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Et c'est à partir de là où une marque de mode existe. Donc, c'est vraiment le tout début. Hein. Ça fait 6 mois que j'ai sorti ma première collection. Donc, c'est ma première étape. Et ensuite, effectivement, c'est de devenir une référence sur ce marché mode technique urbain durable. Du coup, en matière de circuit de distribution, qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes pour attirer cette clientèle un peu premium à la recherche de produits différents? Bien sûr. Dans ce contexte post-Covid? Alors, les nouvelles méthodes, et ce sont les nouveaux outils, c'est-à-dire tout ce qui est Internet et e-commerce. Donc, c'est vraiment, moi, l'axe prioritaire que j'utilise. Après, on ne peut pas se priver d'une distribution digitale pour avancer. Donc, l'idée, c'est d'avoir des relais physiques, donc à travers des pop-up éphémères, des ventes directes, certains retailers choisis aussi. Donc, c'est ce mix de e-commerce et de physique qui fait la distribution. Merci beaucoup Fabienne Gachet. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Neuralp, cette marque née au pied des Alpes en 1972. Merci d'être venue nous en parler avec autant de passion. Merci beaucoup Florence Boucher. On se retrouve dans 15 jours. On a beaucoup aimé votre histoire de mouton. J'espère que ce sera aussi bien dans 15 jours. J'aime vous mettre la pression. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre fidélité. Et on va se retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles trajectoires originales, audacieuses d'entrepreneurs. Très bonne fin de journée.